Bonjour Rocco Giudice, Bonjour Anne-Noël. bienvenue à la Minute Littéraire. Nous sommes entourés de livres dans la librairie Payot. Alors, pourriez-vous un peu vous présenter? Qui êtes-vous? Alors j'ai 38 ans, je suis suisse, d'origine italo-espagnole et j'aime bien dire que je suis un pur produit européen pour le coup. Européen. Européen, ouais. Père italien, mère espagnole, né en Suisse et mes parents se sont rencontrés à Londres. Je crois qu'on a fait le tour. Ok, très bien. Alors, vous avez un premier livre, c'est votre premier, C'est le premier roman. qui s'appelle Mangoustan, qui est aux éditions... Édition Alary, Oui. qui est une maison parisienne et qui a été republiée maintenant à la rentrée par les éditions Pocket dans le format de poche. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez résumer votre livre en une phrase ou deux? Alors c'est 180 pages, c'est difficile de résumer en une phrase, mais je vais tenter. Bon, c'est le récit de trois femmes qui sont en couple et qui se trouvent à un moment donné de leur existence où elles ont besoin de reprendre leur existence en main, de s'affirmer. Et elles se posent des questions différentes, elles trouvent des solutions différentes. Et ces trois femmes-là se retrouvent pour diverses raisons à passer par Hong Kong au moment où souffle sur la ville un cyclone tropical qui s'appelle Mangkhut, dont la traduction française est Mangoustan, et qui est un cyclone qui a frappé Hong Kong en septembre 2018 et qui était le plus fort cyclone depuis qu'on les mesure dans les années 40. Et c'est donc évidemment un reflet de ce qu'elles-mêmes vivent intérieurement. Donc, quand elles quittent la ville, une fois que le cyclone est passé, elles ont pris un certain nombre de décisions pour faire avancer leur propre vie. C'est pas le cyclone du Covid, mais c'est le Ça aurait pu. cyclone. Donc pourquoi avez-vous voulu aborder ce sujet? Pourquoi trois femmes? Pourquoi des femmes? Bon, c'était pas vraiment une préoccupation nécessairement féministe. Par exemple, mon éditeur aime bien le présenter comme ça, il en parle volontiers comme un roman féministe. C'est pas tellement comme ça que j'ai construit, pour être honnête, donc je me permettrai pas de le dire. Tant mieux si c'est lu comme ça, mais c'était pas ma volonté première. Par contre, j'ai essayé d'écrire un roman qui parle avec beaucoup de tendresse de femmes. C'est un message parce que je me suis toujours senti plus proche des femmes que des garçons. Même quand j'étais plus jeune, je tissais plus facilement des relations avec des filles que des garçons. Et j'ai l'impression que je les comprenais un petit peu mieux que je ne comprenais des fois les boys. Une sensibilité féminine. Voilà, probablement. Alors, et peut-être aussi par résonance de personnes qui sont dans mon entourage et que j'avais d'une certaine manière envie, pas de venger, mais à qui j'avais envie d'encourager à se reprendre peut-être en main et aller de l'avant. Un message Exact. caché. Alors à qui? Ça, Beaucoup de femmes, j'imagine, de nos jours. Et puis en plus, la plupart des lectrices, des lecteurs sont des femmes. Alors il y a ça, mais ça on me l'a appris une fois que j'avais terminé d'écrire. Donc ça ne s'était pas posé en amont. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si le roman est pris au hasard par quelqu'un qui se pose un certain nombre de questions, qui est un petit peu freiné dans son développement personnel et qu'elle trouve là un peu de rire et une petite motivation à voir les choses de manière plus positive et à engager des petits changements microscopiques, parce que la vie ne change pas de manière révolutionnaire forcément, c'est des micro-changements qu'on effectue. Alors ça, je serais extrêmement heureux, j'aurais trouvé l'utilité de ce livre-là. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Est-ce qu'il y a un auteur qui vous inspire ou un livre de chevet que Alors vous ne quittez jamais? il y a deux livres, là pour le coup écrits malheureusement, heureusement par des hommes, mais j'aurais voulu profiter pour mettre une femme en avant. Non, mais que j'ai vraiment lu récemment, c'est j'ai relu L'or de Blaise Cendrars, qui est formidablement bien écrit, qui est extrêmement court et qui est un roman de l'ironie, puisque c'est quelqu'un qui est ruiné justement par la découverte de l'or, alors qu'on pourrait s'attendre à autre chose. Et puis je viens de finir Joseph Kessel, Les mains du miracle, qui raconte l'histoire vraie du masseur d'Himmler, donc patron de la SS nazie, et qui, en le massant, arrive à obtenir de lui de libérer un certain nombre de personnes
Et il se crée un espèce de rapport entre eux, de dépendance de Himmler qui a besoin de son soignant. Et le soignant arrive à sauver de la mort un certain nombre de personnes qui allaient être frappées par la violence nazie. Mais c'est un fait réel? Et c'est un fait réel. D'accord. Et c'est extrêmement intéressant d'abord. Ça donne beaucoup d'espoir, même dans la personne la plus dégoûtante qui soit. Mais surtout, c'est redoutablement bien écrit dans le sens où Kessel, à mon avis, c'est un style qui est presque invisible. C'est-à-dire qu'il s'efface complètement. Ça paraît extrêmement facile et c'est probablement la manière la plus difficile d'écrire, sans fioriture et en mettant que le sujet en avant. C'est assez remarquable. Merci. Comment vous écrivez? Est-ce que vous avez Alors j'ai un petit rituel ou pas? J'écris comme si j'allais au travail. Je le considère d'ailleurs comme un boulot. C'est-à-dire que quand mon épouse part travailler le matin, moi je me mets à ma table de travail et je ne la quitte que quand elle rentre. Et je ne travaille pas le samedi dimanche. Donc c'est 5 jours par semaine à des horaires de bureau. J'ai besoin en fait de cette rythmique-là pour pouvoir écrire. Non seulement parce que ça me permet d'aller en avant et de ne pas perdre de temps, parce que j'ai besoin de vivre au diapason avec mon épouse aussi, et je ne veux pas vivre à contre-temps. Et puis parce que j'ai remarqué une chose, c'est que, en tout cas, il me semble que la créativité est un muscle qui se travaille comme un autre et que ça demande de la régularité, que ça demande d'être tous les jours à sa table et que c'est en étant tous les jours à sa table que viennent les idées. Plus on travaille la créativité, plus on a d'idées. Et donc j'essaie de ne pas laisser trop de temps mort ou trop de distance entre deux moments d'écriture. Donc je travaille autant que possible tous les jours, entre deux périodes professionnelles un peu plus traditionnelles, puisque pour ce livre-là, je me suis arrêté pendant 1 an en réalité, parce que j'ai écrit un premier roman qui n'est pas sorti et le deuxième d'affilée. Et là, je me suis interrompu de nouveau 6 mois pour ne faire que ça, écrire un autre roman. Mais il faut s'interrompre, on ne peut pas faire tout en même temps, c'est difficile. Alors c'est difficile de faire tout si on veut. Bon, après, toutes les écoles existent, tous les styles existent. Moi j'ai rencontré des auteurs qui peuvent écrire une demi-heure, quelques lignes et ils avancent comme ça et ça leur suffit. Moi je suis un peu monotâche et donc j'ai besoin de ce temps-là. Et puis surtout, je me suis rendu compte que c'était très difficile de pouvoir sauvegarder une vie de couple ou de famille, de faire un travail qui est très prenant et dans lequel on s'investit complètement, et l'écriture qui, elle, demande aussi un véritable investissement. Donc à la fin, il ne reste plus beaucoup de temps en réalité. Donc si on veut avancer vite, et qu'on peut, c'est un luxe aussi, il faut réussir à s'arranger économiquement pour pouvoir accorder du temps à ça. Alors si on peut, ça c'est, il me semble pour moi, la solution idéale. Et vous écrivez sur de la musique, ou vous avez un ordinateur, ou c'est plutôt du papier, un stylo? Comment ça se passe? J'écris à l'ordinateur, j'écris... Comme au bureau. Comme au bureau, Ouais. ouais. J'écris à l'ordinateur et j'écris, généralement, je pose sur papier une version qui est presque finale, enfin qui est très proche du texte Mais il faut l'écrire édité. sur papier. Ouais, je pense beaucoup le texte et je le pose ensuite et je fais quelques petites corrections. On pourrait imaginer aussi que des gens écrivent de manière comme un fleuve énormément et reviennent dessus par la suite pour corriger, ce qui est le cas de beaucoup d'auteurs. Mais c'est pas ma manière de faire, mais c'était pas ma manière au travail non plus. Donc il y a quelque chose qui est propre à l'identité. Je balançais pas 50 idées, j'en balançais une, parce que j'en avais filtré 9 avant déjà. Et c'est la même chose dans l'écriture, je réalise qu'on est un peu pareil tout le temps. Oui. Et qui lit la première fois ce que vous avez écrit, qui est votre premier lecteur? C'est alors le tout premier dans ma vie qui m'a laissé penser que peut-être je pouvais écrire. Ça, c'est intéressant. C'était mon patron à l'époque. Je travaillais dans des agences de communication, dans une agence de communication. C'est celui qui m'a embauché. C'était mon mentor professionnel. Et lui, tout de suite, m'a dit « Tu devrais travailler ta plume. Je pense qu'il y a quelque chose à en faire véritablement. » C'est lui qui, le premier, m'a ouvert cette porte-là. La famille d'où je viens est une famille d'extraction relativement humble et qui n'avait pas forcément un bagage culturel très développé. Ça nous paraissait très loin de notre univers. Ça. Donc pour moi, oser, il a fallu qu'on m'encourage et qu'on me dise que ce n'était pas impossible. Et puis celle qui m'a permis alors de vraiment passer à l'écriture, c'est mon épouse, Charlotte. Et elle a été
Enfin, ça a été mon correcteur tous les soirs quand elle rentrait du travail. Elle vérifiait ce que j'avais écrit, comme on vérifie les devoirs du gamin. Je pense au départ pour s'assurer que j'étais pas sur Netflix toute la journée. Et puis ensuite, parce qu'elle était prise par le livre. Et puis, c'était pour moi une manière aussi de l'associer à ce travail-là. Donc on avait un échange tous les jours là-dessus. Ouais. Et à la fin, on avait l'impression que ce travail-là, qu'on avait passé cette période-là ensemble. C'était un projet de couple. Wow. Pas seulement parce que je sais qu'économiquement, elle était là pour m'aider si ça devenait difficile, mais parce qu'elle était vraiment embarquée dans ce travail-là. Alors c'était super, ouais, ça a été un vrai projet de couple. Ouais, c'est très beau. Ouais. Pourriez-vous nous lire un petit passage de cette jolie histoire? Avec plaisir, si je remets la main dessus. Un matin, assise à son bureau, ouvrant du courrier qu'elle avait monté de la ville, elle tomba sur le relevé des dépenses de l'une des cartes de crédit de son époux. 4 000 francs crédités au compte du Juicy Pussy, une boîte à filles bien connue. Ce fut un choc. Elle s'attendait à ce qu'il préférât, après plusieurs années de mariage et une ambiance quelque peu délétère, traîner avec des amis plutôt que se précipiter à la maison. Elle acceptait qu'il se montrât médiocre quand il s'agissait de chatouiller le bijou. Elle supportait qu'il lui manifestât si peu de soutien, mais elle ne pouvait envisager qu'en pleutre, il payait une prostituée pour se donner le sentiment d'être un homme désirable tout en revendiquant, par ailleurs, le luxe de son ascendance. Il n'en fallut pas davantage pour la décider à quitter Christian, il n'était pas trop tard, elle était belle, partir ne signifiait pas encore perdre la partie. Merci. Avec plaisir, merci à vous. Alors je reviens pour terminer. On va peut-être lire une citation qui se trouve à la fin. Lou Andrea Salomé qui dit « Le monde ne te fera pas de cadeau. Crois-moi, si tu veux avoir une vie, vole-la. » Expliquez-nous. Bon, Lou Andrea Salomé, beaucoup de gens la connaissent. C'est une auteure et c'était aussi la compagne de quelques artistes, dont Rilke, brièvement, dont Nietzsche, etc. Donc une femme qui avait déjà une personnalité très forte et qui avait envie de tenir sur ses deux pieds, de ne pas dépendre d'un autre homme, sans pour autant s'en méfier ou les détester. Elle trouvait de l'admiration dans les hommes, mais elle attendait aussi qu'en retour il y ait du respect et de l'admiration. Et elle ne voulait pas être dépendante de cet homme-là. Et je trouvais que cette phrase-là, qui dit néanmoins très bien à quel point c'est toujours un degré plus difficile pour les femmes d'être elles-mêmes pleinement épanouies, que ça sous-tendait très bien tout le récit de ces trois femmes-là, dont tout le combat est justement de se retrouver. Quels sont vos projets? Je suis en train de rédiger un autre roman qui est une histoire très différente, qui est une histoire sur base, c'est un récit sur base historique. Ce sont des Piémontais qui quittent le nord de l'Italie fin 19e pour aller travailler sur le chantier du Gothard, qui à l'époque est le tunnel le plus long du monde en construction, qui relie donc la Suisse à l'Italie et qui a un axe extrêmement important, aussi bien pour l'Allemagne que pour l'Italie, en termes d'échange de marchandises et de personnes. L'un parce qu'il veut éviter les infrastructures françaises, l'autre les infrastructures austro-hongroises. Enfin, bref. Ouais. Et j'ai découvert, en m'intéressant à cette histoire-là, que le percement de ce tunnel est un roman en soi. Il y a eu des épidémies, il y a eu des meurtres, il y a une milice qui a abattu des ouvriers. Et tout ça, c'est réel. Tout ça, c'est réel. Et donc moi, j'ai repris ça me sert de colonne vertébrale. Et après, je romance et j'invente l'histoire de ces ouvriers-là. Mais les événements qui scandent la construction, eux, sont réels. D'accord. Bon, et la sortie est prévue J'aimerais le terminer pour fin de cette année 2020 et j'espère pouvoir le publier à la rentrée 2021. Donc on se verra. C'est un temps long, la littérature. Oui, c'est normal. Donc on se reverra, à ce moment-là. Voilà. Merci, au Merci revoir beaucoup. beaucoup. À bientôt.